Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Orgen, à qui je dis avant tout bonjour Benjamin. Bonjour Monique, bonjour aux auditeurs. Benjamin, vous êtes aujourd'hui à l'antenne pour présenter le livre qui va être édité, puisque je crois qu'il sort dans les jours à venir, qui est une compilation des textes de votre femme, votre défunte femme sauvagement assassinée, Esther Atlan-Orgen, le 20 décembre 2020, dans la forêt de Talménaché, lors de son jogging. Et avant tout, je présente le livre qui a été publié aux éditions Lichma, La mélodie de l'être, éveil de vie, de joie et de foi. Alors, Benjamin, comment voulez-vous nous présenter les textes de... pour moi, c'est toujours, ça reste Brigitte que j'ai vu grandir. Donc, si vous permettez, je vais l'appeler Brigitte Esther. Avec plaisir. Esther pendant sa longue carrière en tant que thérapeute, a eu toujours, et même avant, avait toujours l'amour des mots, et elle aimait beaucoup écrire et s'exprimer par écrit de toutes sortes de manières, que ce soit pour une audience extérieure, mais même pour elle-même. Par exemple, j'ai retrouvé d'ailleurs beaucoup de ses écrits, j'en connaissais déjà beaucoup, mais j'ai retrouvé après son décès beaucoup de ses écrits à la maison, et notamment un cahier qu'elle avait écrit à l'attention de notre fille aînée, Odélia, lors de sa naissance. Et pendant près de 2 ans, elle a écrit un journal à l'attention de sa fille, que je lui ai remis d'ailleurs récemment, et parce que tout simplement, elle aimait écrire et elle écrivait d'une manière très, très agréable. Lors de sa deuxième carrière, puisque sa première carrière a été en tant qu'artiste, et ce livre d'ailleurs est illustré de ses œuvres, elle a commencé une deuxième carrière en tant que thérapeute. Elle a d'abord s'est intéressée à la psychologie, ça c'était de tout temps, mais plus spécifiquement à la psychologie juive, et sur la base de ces études-là, qu'elle a suivies avec par exemple plusieurs professeurs, comme par exemple le docteur Michael Aboulafia, mais également d'autres personnes et d'autres domaines qu'elle a étudiés, et également les enseignements de la Kabbale et du chassidisme, et ceux ce qu'elle appelle l'étude de la pensée cognitive de Yemima Avital, que nous avons étudié ensemble d'ailleurs pendant quelques années, ici, chez nous, sous la direction de Itai Ashkenazi, qui est lui-même d'ailleurs le petit-fils du Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou. Manitou. Et oui, tout à fait, avec lequel elle avait étudié dans sa jeunesse. Et donc, forte de toute cette formation, elle a commencé une carrière de thérapeute et elle a aidé de nombreuses personnes lors de sa vie malheureusement trop courte. J'ai eu énormément de témoignages lors de la Shiva, mais même après, et jusqu'à très récemment, à l'occasion de l'année du décès d'Esther, des témoignages de personnes qu'elle a aidées, auxquelles elle a apporté son soutien, son écoute attentive et ses lumières. Et des gens m'ont dit, par exemple, un couple m'a témoigné récemment, nous ne nous connaissons pas, mais nous avons consulté Esther en 2015, et c'est grâce à elle que nous sommes encore aujourd'hui un couple heureux. Nous étions vraiment au bord du divorce, et elle a sauvé notre couple. Et comme ça, des exemples vraiment nombreux, variés, et à chaque fois très, très émouvants. D'ailleurs, Benjamin, pour rebondir sur l'exemple de ce couple de 2015, il y a des pages d'Esther sur la notion de couple où elle est vraiment énormément positive, et elle insiste sur le travail de l'un vers l'autre, qui pour elle est fondamental. Je pense que ce qui est fondamental chez elle dans toute sa pensée, c'est en effet cette notion de travail, d'investissement et d'activisme, si on veut, pour les choses qui nous sont chères et que nous donnons à cœur. C'était toujours son motto et sa manière de vivre.
elle conseillait à tous de ne pas laisser au hasard ou à la vicissitude de la vie le droit de venir imposer un quelconque ordre du jour. Il fallait toujours définir ce qu'on doit, le but qu'on veut atteindre, et après y travailler. Et quand on définit en tant que but, et c'est vraiment un but qu'il faut se définir, je pense, en suivant son conseil, dès le début dès les premières rencontres d'un futur couple, de dire ce que nous voulons, c'est avoir un couple réussi, un couple aimant, qui élève une famille, en espérant avoir des enfants, qu'on élève aussi de manière positive, on leur enseigne cette attitude d'activité pour atteindre les buts que l'on se met. Et ce sont ces conseils-là qui sont toujours plein dirais-je, de délicatesse et d'amour, parce que malgré cette notion qui peut paraître un petit peu, dirais-je, militante ou trop active, elle avait toujours beaucoup d'attention et beaucoup d'amour pour toutes les personnes, même celles qui étaient en grave difficulté. Et, ce qu'elle nous a enseigné à moi, à nos enfants, parce que en fait, elle a éduqué toute la famille. Je pense être aujourd'hui autant le résultat de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, que j'apprécie énormément et vraiment pour lequel je suis éternellement reconnaissant, mais également le fruit d'une éducation qu'Esther m'a octroyée. Nous avons grandi ensemble. Nous nous sommes rencontrés quand nous avions à peine 20 ans, et après Dans 30 une ans de... gare, hein, je crois, Benjamin. Comment? Dans une Tahana Markazi, dans une gare Oui, routière. physiquement, c'était dans une gare routière. C'était suite à des amis communs qui ont trouvé que ça collerait peut-être et nous ont transmis mutuellement les numéros de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de portable, pas de rien. Donc, après s'être appelés, on a convenu de se rencontrer. Elle venait de Jérusalem et je l'ai rencontrée en effet à la station de bus centrale de Tel Aviv. Et on est allé prendre un café ensemble pour faire connaissance. Et 30 ans plus tard, 31 ans, puisqu'on avait un an de cours et de faire sa connaissance, et puis finalement un mariage très émouvant. Et après 30 ans de vie commune, 6 enfants, 2 petits-enfants, et une vie entière partagée. Et elle a formé ma personnalité au moins autant que l'éducation que j'ai reçue dans ma jeunesse. Alors, Benjamin, si vous permettez, je tiens à rappeler qu'en effet, vous avez fait allusion à sa première fonction de dessinatrice, puisque Esther décorait les ketubot. Ah oui, en effet, elle avait suivi d'abord une formation d'art dans les collèges Emouna à Jérusalem. Et, et elle a suivi cette vocation avec beaucoup de succès d'ailleurs, puisqu'il ne me reste malheureusement que peu de ses œuvres, vu qu'elles ont toutes été vendues à l'époque. Mais j'en ai encore quelques-unes quand même, et puis je les conserve jalousement. Et en effet, comme vous l'avez dit, des ktubot, des contrats de mariage, mais également elle a illustré des livres pour enfants. Et voilà encore une petite histoire intéressante quelqu'un m'a contacté sur Facebook vraiment la semaine dernière avec une histoire. Cette dame avait acheté à Esther à l'époque une Birkat Habayit, une bénédiction de la maison, et qu'elle avait suspendue dans une petite unité qu'elle loue en Airbnb à des gens de passage. Et il se trouve qu'un des hôtes a vu cette œuvre et il a été fortement, dirais-je, inspiré par ce texte et par cette illustration. Et il en a fait une chanson qu'il a écrite et qu'il a enregistrée. Et tout ça est né en fait par la lumière qu'Esther a distribuée autour d'elle, que ce soit par son œuvre artistique ou par son œuvre écrite. Et, encore une fois, on voit ici des répercussions des bonnes actions que nous pouvons faire au-delà des années et au-delà des distances. Alors, je dois dire, Benjamin, que ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre,
qui reste une compilation des textes d'Esther, c'est qu'il y a beaucoup de rigueur aussi. Parce que Esther est tout amour. Elle dit l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour d'Israël, Am Israël. Elle est tout amour, mais en même temps, elle dit attention, on ne transige pas. L'éducation des enfants, elle a des principes. Elle parle de l'amour. Il y a un texte, un chapitre sur l'amour des grands-parents qui est magnifique et comment les grands-parents peuvent aider les petits-enfants. J'ai tenu à rappeler à Colette qui me racontait chaque fois qu'elle prêtait son appartement de Batiam à ses petits-enfants. Et elle va jusqu'à dire, par exemple, oui, prenez un coach, faites-vous aider. Et si quelqu'un se plaint en disant, c'est bizarre, quittez votre coach. Il y a une intégrité morale qui ne la lâche pas. Oui, elle était une femme de principe. Elle avait elle-même reçu une éducation selon les principes, je veux dire même assez stricts de l'éducation française et juive, et tout en évoluant beaucoup avec le temps et en étant toujours très attentive aux besoins et aux sentiments de chacun des enfants qui sont. Il faut élever chaque enfant de la manière adaptée. Et je crois que c'était d'ailleurs cette capacité qu'elle avait d'adapter son approche pour chaque enfant, mais aussi pour chaque personne qui lui a fait rencontrer un tel succès. Et c'est vrai que pour atteindre tous ces buts-là, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande du travail, comme on l'a dit. C'est pas des choses qui se font à la va-vite ou de manière fortuite. Il y a évidemment beaucoup de réflexion dans toute son activité, dans toute son écriture. Et apparemment, ce sont des choses qui ont interpellé beaucoup. Elle a, pendant plusieurs années, contribué à l'hebdomadaire Le Petit Hebdo en Israël, en français, et d'ailleurs, la plupart des articles qui apparaissent dans le livre sont tirés de ces articles qu'elle avait publiés à l'époque, mais d'autres viennent d'autres sources que nous avons retrouvées ou qu'elle avait publiées elle-même sur son site internet et d'autres endroits. Et elle avait une soif de savoir et de connaissances tout au long de sa vie, et elle n'arrêtait jamais son processus d'apprentissage et d'enrichissement de sa boîte à outils, je dirais, thérapeutique. Et à chaque fois, son art était justement d'adapter l'approche aux personnes qu'elle devait aider. Tout en sachant qu'elle, et c'est un petit peu ça, je vous rejoins dans son aspect, dirais-je, plus strict et bien encadré. Pour elle, une thérapie psychologique ou de couple doit avoir un début, mais surtout, elle doit avoir une fin. Et elle avait vraiment pour motto, dit, si je ne peux pas résoudre un problème en 5 ou 6 rencontres, ça veut dire que je ne suis pas la bonne personne pour le faire. Absolument. Et elle parle d'ailleurs dans le livre du fait qu'il faut, de la même manière qu'il faut adapter le cadre éducatif d'un enfant à la personnalité de l'enfant, il faut également adapter le bon thérapeute, le bon coach aux problèmes et aux personnes qui en ont besoin à ce moment-là. Et elle n'avait pas peur après avoir rencontré un client potentiel ou un patient, je dirais, une ou deux fois, de lui dire, écoute, c'est pas moi qu'il faut que tu vois, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre, et de conseiller les personnes qui, elle pensait, auraient été plus adaptées pour le faire. Donc, et elle faisait ça avec un grand art, et je pense que c'est ça qui a interpellé beaucoup. Quand nous avons commencé à compiler ces textes et décidé d'éditer ce livre, qui d'ailleurs est déjà disponible aujourd'hui dans les librairies juives de Paris, mais également dans les librairies francophones en Israël, ou par le biais du site des éditions Lishma, je voulais, moi personnellement, et je pense que c'est également le souhait des sœurs d'Esther qui ont fait le gros du travail de l'édition et de la compilation, c'est que ce livre apporte énormément de bienfaits à tous les lecteurs, et qu'il ne soit pas juste une œuvre de mémoire
ou en l'honneur d'Esther. Son message était très très fort. Elle le diffusait autour d'elle d'une manière très active. Et malheureusement, aujourd'hui, elle n'est plus là pour le faire. Je me suis senti, à moi, investi d'une mission que j'ai partagée avec mes proches, de continuer son œuvre, de continuer à faire resplendir ce message, pas uniquement en son honneur et à sa mémoire, mais tout simplement parce que c'est un message que, je pense, nos contemporains ont besoin d'entendre et qui leur apportera beaucoup de bienfaits. Et Je vous moi-même, rejoins. j'ai lu tous ces articles lorsqu'elle les a écrits, puisque nous travaillons quand même beaucoup l'un avec l'autre, mais je les relis aujourd'hui et je les relis d'un nouvel œil et je reçois de nouvelles forces de chacune de ces phrases. D'autant que Benjamin, honnêtement, c'est un livre qu'on peut mettre entre les mains de toute personne bien pensante, pas forcément juive. C'est vraiment, je trouve que ça peut être irradié de manière universelle. Chaque chapitre, y compris les chapitres que l'on penserait plus légers, par exemple sur les vacances, mais c'est plein d'enseignements, ça permet à tout un chacun de prendre du recul par rapport à ce qu'il fait. Oui, c'est tout à fait. Et on peut même penser que, que ce message pourrait, j'espère que ce message arrivera pas uniquement au sein de la communauté juive, mais dépassera ce cadre là. Et même les articles sur les fêtes juives, qui sont bien plus, dirais-je, spécifiques, quand même apportent des enseignements et des nouvelles lumières qui seront bénéfiques pour tous. Et elle écrit en tant que juive, mais elle écrit en tant que femme, elle écrit en tant que mère, en tant que thérapeute, en tant que membre actif de la communauté. Et c'est un appel qu'elle nous lance à tous de se réveiller et de nous prendre en main et de faire en sorte que les valeurs qui nous sont chères soient perpétuées et ça demande du travail de la part de chacun de nous. Elle avait une qualité, je vais vous raconter une toute petite anecdote. Lors de la Shiva, lors du deuil d'Esther, les 7 premiers jours, nous avons reçu ici, moi et mes enfants, la famille, la visite de dizaines de milliers de personnes qui sont venues, vraiment, et je n'exagère pas. Bon, des membres du gouvernement, des ministres, des ambassadeurs, tout, parce que son meurtre a vraiment, dirais-je, été un grand traumatisme pour Israël à l'époque. Je pense qu'il le reste encore. Mais il y a également des centaines et des milliers de personnes que je ne connaissais pas et qui sont venues juste pour exprimer leur sympathie. Entre celles-là, j'ai remarqué 4 jeunes hommes, vraiment presque des adolescents, qui étaient venus et qui restaient un petit peu de côté. Et je les ai approchés et je leur ai demandé, bon alors, qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous amène? Et ils m'ont dit qu'ils étaient des étudiants dans une yeshiva du centre du pays et qu'ils avaient seulement voulu venir exprimer leur sympathie, mais ils m'ont posé une question qui m'a beaucoup interpellé. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, juste une pensée d'Esther que nous pourrions prendre avec nous et qui restera avec nous pour la vie? Alors, d'abord, j'ai été vraiment, dirais-je, très touché par cette pensée, par le fait que des jeunes comme ça veuillent prendre avec eux quelque chose d'Esther. Et après une courte réflexion, je leur ai dit, je pense qu'en un seul mot, si on peut faire quelque chose de très très court, vous devriez prendre le bon œil. C'est-à-dire le bon œil, c'est exactement l'inverse du mauvais œil. Il y a d'ailleurs un article dans le oui, tout à fait. Sur le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est pas un sort, c'est pas juste un aspect, dirais-je, un petit peu mystique. C'est tout simplement le fait que chaque personne, quand on voit le bonheur d'un autre, est-ce que ça nous fait plaisir ou est-ce qu'au contraire, ça nous fait déplaisir? Et ça, c'est cet aspect-là. Mais surtout, c'est le fait de regarder d'un œil bienveillant chacune des personnes qui sont en face de nous. Nous avons
pour beaucoup d'entre nous, et moi le premier, un grave défaut, qui est celui d'avoir un œil très critique. Alors, dans une société comme la nôtre qui est très compétitive et très individualiste, c'est quelque chose qu'on nous enseigne quelque part, d'être critique envers soi-même, d'être critique envers les autres. Et quand on voit une personne, la première chose qui saute aux yeux, ce sont ses défauts. Ah, regarde comme celui-là, comme il est trop gros, comme il est trop mal habillé, ou que sais-je encore. Et Esther était totalement dénuée de cet œil critique et au contraire, elle avait une capacité extraordinaire de voir en chacun les côtés positifs et les valeurs et c'est quelque chose qu'elle voyait quasiment immédiatement. Souvent, elle voyait des choses très positives chez les gens que les personnes elles-mêmes ne connaissaient pas. Et c'est pour ça qu'elle a pu aider beaucoup de monde, parce que quand venait quelqu'un avec, et je sais que c'est arrivé à plusieurs reprises, des gens qui étaient à la porte du suicide, jusqu'à ce niveau-là, et elle les reprenait, et après, en deux ou trois rencontres, arrivait à leur faire reprendre confiance en eux, dire, mais non, tu es une personne importante, une personne dont le monde a besoin de toi, et il faut en avoir conscience. Et elle le faisait d'une manière tellement sincère et tellement vraie que le message passait immédiatement. D'ailleurs, je rebondis à ce que vous dites, car oui, dans le chapitre sur le mauvais œil, elle insiste sur l'œil droit et l'œil gauche. oui, ce sont dirais-je, elle suit les enseignements de nos sages qui font toujours cette dirais-je, dichotomie entre la droite et la gauche, sans aucune opinion politique là maintenant, mais tout simplement le côté droit est considéré comme d'accord. Le côté le plus fort, c'est celui qui rapproche, c'est celui qui est le bon, et le côté gauche est celui qui est le plus faible, chez la plupart d'entre nous, mais c'est celui qui repousse, et il faut avoir et doser les deux choses. Il n'y a aucun côté qui est absolument négatif et il n'y a rien qui soit totalement, dirais-je, à repousser. Mais il faut avoir les deux aspects. Quand on parlait tout à l'heure de l'éducation un petit peu stricte des enfants, eh bien oui, il faut, et c'est un enseignement très fort que nos sages nous ont appris, qu'il faut que la droite rapproche et la gauche repousse. Et il faut combiner les deux, mais avec un accent très fort sur le côté droit. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, nous avons besoin de beaucoup plus de côté droit, de côté de l'amour, du rapprochement, du bon œil, de la bienveillance, et mettre le frein sur notre côté critique, qui est toujours un problème qui, après, fait énormément de dégâts dans la société. Et d'ailleurs, je tenais à vous le dire, puisque je l'ai signalé aux sœurs et à la maman, la photo de la 4e de couverture, j'ai été impressionnée par la profondeur du regard d'Esther. Nous avons dû, dirais-je, faire un travail de tri jusqu'à qu'on arrive à choisir cette photo, et parce que j'ai, grâce au numérique aujourd'hui, des milliers et des milliers de photos d'Esther, et sur la plupart, elle sourit surtout, elle a un regard profond parce que c'était comme ça qu'elle était, mais sur énormément de ces photos, on la voit les bras ouverts. Et c'est d'ailleurs, certaines de ces photos ont été publiées dans la presse, et c'est pas une pause qu'elle prenait. Elle était comme ça, elle était toujours les bras ouverts et elle était toujours accueillante et toujours avec un mot gentil pour chacun, et c'était dans sa personnalité profonde, et ça ressort également dans ses textes, et je peux vous dire que c'est pas toujours facile de vivre aux côtés d'une personne aussi positive. On se sent, malgré le fait qu'elle ait toujours été bienveillante et toujours été pleine d'amour et de compassion, et quelque part, on se dit, oula, mais comment est-ce que j'apparais moi à côté d'elle? C'est-à-dire que Bravo, c'est une mise à l'épreuve. je vous félicite pour cette humilité et cette reconnaissance. C'est très bien. C'est très bien de l'exprimer. Ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Non, mais c'est vrai,
j'ai tellement appris d'elle mais quelque part, c'était aussi une épreuve au quotidien parce que quand on est à côté d'une personne qui est tellement... j'ai- j'ai- elle avait bien sûr ses défauts, comme tout le monde, mais Heureusement. et c'est ce qui faisait d'ailleurs son charme également. Mais c'était quand même, elle me tirait vers le haut et je pense que si je suis aujourd'hui une meilleure personne, c'est énormément, énormément grâce à elle. Bravo Benjamin pour cette reconnaissance. Je rappelle le livre basé sur les écrits d'Esther Orgen, La mélodie de l'être, éveil de vie, de joie et de foi, qui a paru chez Lishma et qui, je crois, va paraître également en hébreu. Alors, nous nous sommes attelés maintenant à la traduction des articles en hébreu. Je vais probablement en faire une grosse partie et j'espère que nous pourrons finaliser cette traduction. Et on m'a déjà demandé de le faire également en anglais. On va d'abord faire l'hébreu et on verra par la suite. En effet. Bravo. Merci Benjamin. Merci Monique. Que le souvenir d'Esther soit source de bénédiction pour toute la famille Orgen et Atlan. Amen. Merci beaucoup Monique. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, puisque je vous annonce une poursuite d'émissions sur le livre d'Esther Orgen, La mélodie de l'être. Je donnerai la parole à la maman, Colette, et aux 3 sœurs d'Esther. Je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.